propose de poursuivre cet après-midi du monde agricole dans le cadre de notre commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Monsieur le Président, Madame la Maîtresse, le directeur général, je pense que c'est Monsieur le Secrétaire général plutôt, voilà. Madame le rapporteur, chers collègues, nous recevons Monsieur Sylvain Maestrachi, président directeur général de l'agence de services et de paiement, donc le fameux ASP, et il est accompagné de Monsieur Vianney Bourcard, secrétaire général de l'agence des services et du paiement. Bonjour messieurs. Merci pour votre présence à cette audition de notre commission d'enquête. Cette audition s'inscrit dans une journée consacrée aux agences et opérateurs agissant dans le cadre de la politique de l'agriculture, après une audition de France Agrimer qui vient de se terminer, et avant de recevoir les syndicats agricoles dans leur grand complet. L'ASP ne se limite toutefois pas au paiement des aides de la politique agricole. Elle gère plus de 200 dispositifs dans les domaines de l'agriculture donc, mais aussi de l'emploi ou de l'environnement. Elle verse environ 20 milliards d'aides publiques chaque année. Elle agit à la demande de l'État, mais aussi pour le compte des collectivités territoriales de l'Union européenne ou d'autres organismes publics. Ceci me conduit à vous poser une première série de questions. Comment parvenez-vous à gérer autant de dispositifs différents dans des contextes aussi variés ? Considérez-vous que tous ces dispositifs ont suffisamment de points communs pour justifier qu'ils soient confiés à une agence unique ? Quelles sont les difficultés concrètes qui nécessitent d'avoir recours à une agence spécialisée pour gérer des dispositifs d'aide d'importance variée ? Afin d'assumer cette multiplicité d'activités, vous avez développé une expertise en gestion administrative et financière des aides publiques, par exemple, par le développement d'outils informatiques ou de formation. Pourquoi ne pas aller plus loin ? Pensez-vous qu'il serait possible ou souhaitable de confier à votre agence le versement d'aides publiques aujourd'hui confiées à d'autres établissements tels que France Agrimer ou l'ANA? Eux aussi nécessitent un traitement de masse en termes de nombre de bénéficiaires et de volume financier. Vous avez amené un graphique éloquent, je pense qu'il n'est pas encore... C'était le son précédent, voilà. Ils illustrent mais tous les graphiques sont bons à prendre et vous pourrez nous les transmettre. C'est vrai que le graphique précédent, voilà, celui qui nous a été transmis par France Agrimer, fait aussi l'histoire des fusions différentes qui ont pu avoir lieu depuis à peu près 70-80 ans même. Et ce graphique est assez éloquent. Notre commission s'intéresse à la manière dont les agences, opérateurs, organismes consultatifs de l'État mettent en œuvre les politiques publiques et à leur relation avec les services déconcentrés comme les collectivités territoriales. N'hésitez donc pas à nous faire part des difficultés que vous rencontrez à cet égard. Vos propositions utiles, évidemment, seront prises en considération. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif de 10 minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct, en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera réalisé et diffusé. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. C'est parfait. Écoutez, monsieur Maestrachi, on va passer à ce petit propos introductif. 10 minutes sera très bien et on aura une série de questions posées par madame le rapporteur et notre commissaire de notre commission passera, elle, à ses propres questions. Merci. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs. Donc, l'agence de services et de paiement, donc, comme vous l'avez dit, c'est un établissement donc, sous double tutelle. Je le dis souvent, j'ai deux parents, le ministère du Travail et le ministère de l'Agriculture. Puis après, on a une grande famille, parce qu'au-delà de nos deux parents, on travaille avec quasiment tous les départements ministériels. Et comme vous l'avez dit aussi, de temps en temps pour d'autres agences et pour des collectivités territoriales, principalement des régions. C'est une agence qui est au service d'eux. L'agence ne porte pas en tant que telle de politique publique. On applique des politiques publiques via des dispositifs d'aide qui nous sont confiés. Et c'est pour cela que l'ASP est assez peu connue du grand public. Bon, on a une exception qui est qu'on est visible du monde agricole, mais j'y reviendrai. Mais
en dehors du monde agricole, on a un établissement qui est assez transparent, on est assez peu connu parce qu'on paye pour le compte d'eux, on paye pour une région, pour un ministère, pour une autre agence qui, elle, porte des politiques. Et je crois que ça fait partie de l'ADN de notre agence que d'être un opérateur au service d'eux et qui n'a pas vocation à se mettre en avant. Vous l'avez dit, je pense que notre particularité, alors c'est un peu bizarre quand on parle d'une agence, mais notre travail, c'est de gérer des aides. On est là pour mettre en place des circuits administratifs, des systèmes informatiques, alors du plus simple au plus compliqué. Je pense qu'on a je dirais, dans nos soutes, certains dispositifs dans le top 10 des dispositifs les plus compliqués de l'État. Donc on instruit, on contrôle, on paye. Alors pour certaines aides, on fait que le paiement, pour d'autres, on fait l'instruction, le contrôle. Enfin, ça, sur 200 dispositifs différents, on a quand même beaucoup de cas. Et on le fait avec 4 objectifs. Le premier, c'est de faire tout cela à moindre coût, c'est-à-dire effectivement d'être le plus efficient possible dans l'octroi de l'aide. Donc on donne souvent, quand on a un donneur, ce qu'on appelle un donneur d'ordre, et ça nous donne bien, nous obéissons aux ordres pour la mise en place d'une aide, on va apporter une expertise, on va pouvoir dire cette disposition-là de l'aide, elle est très compliquée à mettre en œuvre, cette disposition-là, attention, notre expérience nous montre que c'est plus fraudogène, donc on peut apporter, y compris dans l'élaboration du dispositif pratique au ministère, un certain nombre de choses, et puis après, effectivement, on essaie systématiquement de mutualiser. Alors de mutualiser les systèmes informatiques, on a des systèmes qui servent pour plein de dispositifs différents et on passe de l'agriculture à l'énergie en passant par l'agence comptable, et de mutualiser aussi les instructeurs. On a, j'y reviendrai, un certain nombre de tâches qui sont assez saisonnières et donc on peut avoir des agents qui passent d'une tâche à l'autre. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment porter à moindre coût. Ce que je dis en plaisantant, c'est que sur une enveloppe de X millions d'euros, il faut qu'il y en ait le maximum qui soit consacré à porter la politique publique et non pas porté pour gérer l'octroi de ces fonds. Le deuxième, c'est de payer rapidement et dans les délais. Alors, bon, on l'entend beaucoup en agriculture, mais on en a d'autres. Hein. Dans nos publics bénéficiaires, on a des apprenants, on a des personnes qui souffrent de handicap, et en fait, la somme qui leur est apportée, c'est leur revenu du mois. Donc il faut qu'on soit dans les délais, on a un engagement fort sur des publics qui sont sensibles et qui ont besoin de ces aides-là dans leur vie quotidienne. Troisième, on paye évidemment de manière fiable et sécurisée. On est une agence publique, donc avec un agent comptable soumis évidemment au contrôle budgétaire, au contrôle de la Cour des comptes, qui vient d'ailleurs en ce moment, qui est en train de faire une mission spécifique sur l'agence. Et on a vraiment ce souci-là. Alors c'est vraiment un des enjeux que l'on voit depuis quelques années, évidemment la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information, la lutte contre la fraude. On pourra en parler si vous le souhaitez. On sent bien effectivement qu'on a des fraudeurs qui se professionnalisent. Et donc notre objectif est d'être plus professionnel et on avance par rapport à eux pour faire en sorte que l'argent aille aux personnes pour lesquels la puissance publique a estimé qu'ils méritaient cet argent-là et pas des gens qui créent artificiellement les conditions pour l'avoir. Et le dernier point, c'est évidemment une attention pour les bénéficiaires. Donc j'en ai parlé évidemment sur l'instruction et le fait qu'on a des agents aussi qui ont toujours à cœur de trouver une solution dans la rigueur, mais on a fait aussi beaucoup d'assistance usagée. Alors assistance usagée, je dirais directe, qu'on internalise dès qu'on peut par des gestionnaires qui gèrent le dispositif. On le dit, il n'y a pas d'assistance usagée sans gestion, pour qu'on ait des gens qui soient capables d'apporter des réponses. Le cas échéant, de rentrer dans le dossier en contact avec le bénéficiaire qui a des difficultés pour trouver une solution et apporter une solution immédiatement à l'opérateur, aux bénéficiaires. Donc en paiement, Monsieur le Président, vous l'avez dit, on a payé donc 27 milliards d'euros en 2024. Bon, si je fais un petit peu d'histoire, on paye plutôt 35 à 40 milliards d'euros dans la période 2020-2022, parce qu'on a été un opérateur fortement investi dans les dispositifs Covid, plan de relance et impact de la guerre en Ukraine.
Et nous sommes une agence aussi qui sommes présentes dans tous les territoires, y compris les 5 départements d'outre-mer. Moi, je suis arrivé dans les premiers jours avec le cyclone Dikédéli. Nous avons 11 agents à Mayotte. Donc, première préoccupation, c'était de m'assurer que nos agents allaient bien. Deuxième préoccupation, c'est de s'assurer que tous les dispositifs d'aide qu'on gérait à Mayotte pouvaient continuer et qu'on pouvait continuer à apporter le soutien à la population mahoraise. Donc, on a 31 sites en France, schématiquement tous les chefs-lieux d'anciennes régions, sachant qu'on avait 36 en 2019, donc on est quand même dans une logique où on demande dans les territoires, mais avec une rationalisation de nos sites. Sur les paiements, schématiquement, un tiers l'agriculture, politique agricole commune, un tiers travail, donc alternance, formation professionnelle, insertion par l'activité économique, et un tiers tout le reste du monde, donc principalement l'énergie, chèque énergie, bonus écologique, mais bon, je ne suis pas capable de faire la liste des 200 dispositifs que nous avons, parce que c'est un challenge que j'y arrive au bout de 2 ans, mais on en a énormément, donc beaucoup de sujets. En fait, l'expertise qu'on a sur la conception de l'aide et la conception de services informatiques nous permet de proposer à chaque fois des solutions techniques et de réduire nos frais de gestion. Donc, on a une comptabilité analytique pour pouvoir montrer ces frais de gestion. Donc, on est à 1,3% en moyenne, donc entre tout dispositif que nous prenons. Et donc ça recouvre évidemment les 200 dispositifs. On est quand même plutôt moins cher quand on... Alors pas quand nous comparons, mais quand les corps d'inspection viennent nous voir et comparent plusieurs opérateurs, on se rend compte qu'on a des frais de gestion généralement moins chers que d'autres agences. On a une forte capacité de réaction. Donc pendant la crise Covid, l'ASP est en charge de l'activité partielle, donc ça a un petit peu explosé, et donc nous avons des agents qui se sont mis, alors, le soir, le week-end, pour vous dire les choses, pour pouvoir délivrer rapidement les aides, tout en étant dans un processus sécurisé. Alors, on a été aussi sur les conséquences du Brexit, on a payé une partie de la réserve d'ajustement au Brexit, de la guerre en Ukraine et des conséquences pour les Français, notamment sur des compléments de chèque énergie. Et donc, en fait, notre force, c'est qu'on est capable d'élaborer à peu près tout dispositif et de pouvoir les gérer de manière sécurisée. Le principe, j'ai oublié de le dire, c'est que à côté de nos 2 tutelles, dès que nous intervenons auprès d'un autre ministère ou d'une région, c'est sur base d'une convention avec paiement des frais de gestion, je dirais le mandat de l'agence est que nous devons être financièrement équilibrés sur chacune des conventions. Et donc, on a aussi tout l'outil, toute la comptabilité analytique pour pouvoir montrer à nos donneurs d'ordre quels sont nos coûts de gestion, qu'effectivement, ils ne payent pas plus qu'ils doivent payer, et de pouvoir montrer aussi à nos tutelles qu'on ne leur fait pas porter des charges qui relèvent d'autres ministères ou d'autres. Sachant que on travaille donc pour d'autres agences, pour des collectivités territoriales, principalement des régions, y compris dans certains cas dans le cadre de marchés concurrentiels. Et donc nous répondons à des appels d'offres. Donc cette, je dirais, exigence d'équilibre et absolument pas de dumping est absolument évidemment essentielle pour qu'on évite de se retrouver sur des conventions qui soient fragiles juridiquement. Ça nous permet d'avoir nos compétences en matière de systèmes d'information, en matière de gestion. Donc, on a toute une plateforme de compétences sur laquelle on capitalise avec un énorme enjeu, un double enjeu dans la maison qui est effectivement capitalisé sur les systèmes d'information et capitalisé sur les compétences de nos agents pour pouvoir les redéployer, d'avoir cette flexibilité qui nous permet, en cas de va-et-vient, alors soit saisonnier, une aide à l'alternance, ça se paye à la rentrée, le chèque énergie, ça se paye cette année plutôt en fin d'année, les contrôles PAC, ça se fait plutôt pendant l'été. Donc on a cette capacité à passer d'un dispositif à l'autre, et on a capacité aussi de passer rapidement sur un dispositif quand il y en a besoin. Alors notre organisation... Pour le champ agricole, on a, comme j'ai dit, on a des directions régionales ou interrégionales. On a un peu mutualisé pour les régions qui ne sont pas XXL, qu'on a couplé certaines régions entre elles, donc Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bretagne, Pays de Loire, pour avoir une assise suffisante dans chaque direction régionale. Et donc chaque direction régionale, dans tous les sites, on a évidemment du contrôle agricole, parce que simplement on va dans
tout le territoire français. Je dirais, plus il est accidenté, généralement plus on y va, dans la totalité du territoire pour faire du contrôle. Et au-delà de ces éléments-là, donc évidemment chaque site gère sa région. Sur la partie hors agricole, qu'on appelle le FEPS, donc c'est emploi, environnement, politique sociale, mais en fait on va beaucoup plus large que de cette manière-là. On gère des dispositifs, et je pense que c'est quelque chose qui est assez original, qui ne sont pas forcément à l'échelle du territoire de la région. On a par exemple, sur un dispositif de la culture, la direction Bretagne-Pays de Loire qui va gérer la totalité d'un dispositif France entière. Donc on a aussi cette capacité à avoir déconcentré la gestion de nos dispositifs pour être présent et en spécialisant en partie nos équipes pour être plus efficaces et plus efficients, tout en ne dépendant pas excessivement d'un site pour ne pas être en difficulté. Et donc ce système-là nous permet aussi de passer un dispositif d'un site à un autre. Quand on a un dispositif qui est géré par plusieurs sites, de passer de l'activité d'un site à un autre pour être réactif et à chaque fois, je dirais, faire en sorte que chacun de nos agents soit occupé et que, dans le même temps, on réduise et on ait moins besoin d'agents, je dirais, de titulaires, de titulaires à l'année. Et voilà, comme j'ai dit, ça j'avais déjà dit sur la question des conventions qui assurent que chacun paye le juste prix. Sécurité des systèmes d'information, cybersécurité, lutte contre la fraude, ce sont des points qui sont des points transversaux extrêmement importants. On verse vingtaine de milliards d'argent public. On a pu avoir des dispositifs, et on l'a bien senti avec le Covid, sur lequel on a des gens qui tentent de jouer avec le système. Je pense que c'est aussi une valeur ajoutée que nous avons en tant que agence publique, avec tout l'engagement qui va avec pour la lutte contre la fraude. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on gère 10 000 dossiers et qu'on voit 10 dossiers on voit des cartes grises différentes, mais sur le même fond de nappe qu'on finit par voir, on reprend tous les dossiers, y compris ceux qu'on a traités, on regarde et puis on fouille, on creuse. Ça prend du temps, ça coûte. C'est pas prévu dans la convention, mais on le fait quand même parce qu'il y a de l'argent public qui est derrière et ça nous permet aussi de redonner à nos donneurs d'ordre, disant attention, là on a un point, là on a une difficulté, il faut qu'on regarde. Et donc un des enjeux que nous avons, et c'est un peu cette injonction paradoxale entre réduction des coûts sur chacune des opérations et en même temps la lutte antifraude ça coûte, la cybersécurité ça coûte, et donc il faut qu'on arrive à chaque fois à aussi justifier auprès de nos donneurs d'ordre le coût que nous avons par le service. Pareil, assistance usagée, on a des agents qui savent faire de l'assistance usagée sur 1, 2, 3, 4 dispositifs qu'ils connaissent et donc on essaie aussi de capitaliser, c'est un travail continu sur notre connaissance et notre capacité d'être en assistance usagée, de professionnaliser un petit peu cette fonction-là qui nous semble importante pour montrer aussi du lien de l'État, ce que nous faisons évidemment pas au nom de l'ASP mais au nom de nos différents donneurs d'ordre. Et surtout de pouvoir accompagner des publics, comme j'ai dit, sont certains qui sont quand même assez éloignés du monde administratif. Et donc, on a besoin, le numérique, c'est très bien, l'agence fait beaucoup de numérique, mais l'humain, c'est mieux. Ok. Bon, et après, juste pour parler des différents métiers, donc PAC, mais je pense qu'on va en parler. Sur les différents établissements par rapport à France Agrimer ou à l'ANA, clairement, on est incapable. Nous sommes là pour payer les dispositifs que nos ministères nous donnent. Donc on peut en théorie tout payer. Après, il y a souvent une expertise qui l'accompagne. Je pense aux dispositifs de France Agrimer qui sont en lien avec des filières. Ce n'est pas une expertise que nous avons. Donc il y a un lien à faire entre la gestion du dispositif et en fait l'écosystème et l'expertise qui est nécessaire pour le faire. Je vais m'arrêter là si ça vous va. Merci pour ces précisions et ces propos liminaires. Je vais passer la parole à Madame le rapporteur. Oui, merci. Alors, je vais commencer par des questions qui appellent des réponses assez précises et brèves. Juste pour connaître le statut des agents qui sont à l'ASP, est-ce que c'est des agents publics ou des contractuels ? Majoritairement des agents publics. On a un certain nombre de contractuels en contrat long et on a aussi de manière ponctuelle des CDD.
mais majoritairement ce sont des agents publics. Et qui sont en détachement ou en PNA? Qui sont en PNA. Et donc ils sont en PNA de Bercy? En PNA du ministère de l'Agriculture. En fait, nos plafonds d'emploi et toutes nos règles RH dérivent du ministère de l'Agriculture. Ok. Alors, on va rentrer un peu dans le cœur de notre commission d'enquête. Je suis allée sur votre site. J'avoue que quand je vois une page qui s'appelle, qui traite, je donne le nom quand même, Vague 2 du Ségur numérique, l'imagerie médicale franchit une nouvelle étape. Et là, j'ai toute une grande présentation des Dreambox, machin. Enfin, vraiment, on présente des dispositifs médicaux. Ensuite, c'est le système informatique de radiologie. Enfin, tout ça est très intéressant. Mais je ne suis pas certaine qu'un professionnel de santé irait naturellement sur le site de l'ASP. Un peu plus loin, une autre page sur le contrat d'engagement de service public qui concerne la loi hôpital, patient, santé, territoire, qui prévoit, si j'ai tout bien compris, versement d'une bourse pour les étudiants de médecine. En fait, objectivement, je ne sais pas comment les bénéficiaires potentiels peuvent se tourner sur le site de l'ASP pour trouver ces dispositifs et ne pas aller naturellement vers le ministère qui porte la politique publique. Donc ça, c'est ma première remarque assez factuelle. Et donc aujourd'hui, vous nous avez clairement dit que suivant les dispositifs que vous gériez, pour certains, vous n'étiez que des payeurs. Donc là, on pourrait se demander quelle est la plus-value à avoir qu'une agence qui paye, alors que finalement, il y a d'autres endroits de l'État où on sait déjà distribuer de l'argent, par exemple au niveau des finances publiques, où là, en plus, pour le coup, on connaît toutes les informations. Et pourquoi je vous pose cette question? Parce que je m'intéresse pas mal au dispositif de chèque énergie. J'ai été très étonnée des coûts de gestion qui figurent portés par le programme 345, pardon, c'est plus le 345, mais enfin, par la mission écologie pour justement la définition des nouvelles modalités du chèque énergie. Et tout ça résulte notamment du fait qu'il faut qu'on puisse en fait connaître des données fiscales et les faire matcher, alors que les informations, elles sont déjà à connaissance des finances publiques. Donc voilà, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez justifier l'existence de l'ASP sur sa partie financeur uniquement, et après sur les dispositifs où vous êtes à la fois instructeur et payeur, l'instruction, elle nécessite quand même, il me semble, de la connaissance technique, de la connaissance de la politique publique. Donc est-ce qu'il n'y a pas la redondance avec les agents qui, dans les ministères ou dans les organismes, parce qu'il y a peut-être même, ça se trouve, des agences qui vous délèguent des paiements, où là, ils définissent en fait voilà. Donc comment aujourd'hui vous pouvez nous dire que oui, l'ASP a toute sa légitimité à rester telle qu'elle est? Alors, sur la question des différents dispositifs, en fait, les gens ne vont jamais aller sur le site de l'ASP pour demander une aide. Sur le Ségur du numérique, on a une procédure qui est prévue, on a un portail particulier, une communication qui est portée donc, dans ce cadre-là plutôt par l'Agence nationale de santé pour faire ce point. Sur les aides agricoles, on a un site qui s'appelle Télépac qui porte ce point-là. Le site de l'agence est un site d'information sur ce que l'agence fait, mais ce n'est pas le portail d'entrée pour les aides. On a des différents portails d'entrée justement pour être proche de chacune des catégories d'usagers et qu'on ait effectivement le bon point d'entrée. L'idée étant aussi, sur tous ces points d'entrée, qu'on ait un point d'entrée qui se rationalise, qui soit le cas échéant aussi partagé avec d'autres. Voilà, donc sur le Ségur du numérique, en plus, c'est une population qui est assez connue, et c'est des populations qui sont agréées par arrêté. Donc en fait, ils font une première demande et ça lance le dispositif vis-à-vis du Ségur, vis-à-vis des élèves médecins pour lutter contre les déserts médicaux. On est dans une logique pareille où c'est une population qui est connue et c'est plutôt dans le cadre de leurs études que ce point-là est porté. Pour les dispositifs sur lesquels on fait le paiement, on fait toujours un contrôle par rapport au paiement et donc on regarde toujours la complétude du dossier. Donc on peut avoir des dossiers qui sont relativement simples, et ce qui justifie qu'on soit que sur la partie paiement, mais on aura quand même toujours ce souci de vérifier la complétude du document, qu'on ait bien toutes les pièces justificatives qui ont été demandées, qu'on ait une régularité de l'opération, et on a aussi un certain nombre de contrôles croisés que nous faisons pour
vérifier, par exemple, que la personne qui nous a donné le RIB, le RIB existe et on arrive sur un compte qui est réel. Donc, on a cette opération qui est là, mais ce genre de dispositif est assez faible. On a assez peu de dispositifs sur lesquels on est payeur. Le plus souvent, on est quand même on instruit et on paye. Sur le chèque énergie, alors là, c'est encore un dispositif particulier qui est que c'est un dispositif sur lequel on est en push et donc sur lequel, effectivement, il n'y a pas de demande d'aide pour un certain nombre d'opérateurs. On envoie, c'est le choix du politique, on envoie l'aide à un certain nombre d'opérateurs. Effectivement, les données fiscales, l'administration fiscale les a. La difficulté, c'est plutôt de récupérer les données de tous les opérateurs distributeurs d'énergie, de faire du croisement de données avec des bases de données qui sont assez lourdes et de gérer évidemment tous les artefacts, parce qu'entre monsieur Hervé Dupont et monsieur Dupont-Hervé, si on ne croise pas bien les mécaniques, on verra de personnes différentes. Donc la difficulté, le coût de gestion ce dispositif, il est plutôt sur ces dispositions de croisement de données, de traitement de données de masse, de croisement de bases de données. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et vous l'avez dit, effectivement, sur chaque dispositif, il y a besoin de connaître le cadre relatif à une aide. Donc, on forme nos agents. C'est aussi pour ça qu'on spécialise notamment nos gestionnaires en direction régionale. On a 200 dispositifs et on n'a aucun de nos gestionnaires qui gère 200 dispositifs. Ils en gèrent 1, 2, 3, 4 pour pouvoir être pertinent et donner la bonne réponse. Sachant que si nous avons des questions sur la réglementation sur cet ensemble-là, bien évidemment, nous revoyons auprès de nos ministères, nos donneurs d'ordre, pour pouvoir avoir les éléments de réponse. Oui, peut-être que pour la partie serment, je le jure, peut-être pour compléter aussi la réponse du PDG, sur la partie chèque énergie, il y a le côté push et le côté croisement des bases de données. Et puis, il y a tout le reste aussi, en fait. Et le reste, c'est des centaines de milliers d'appels par an pour régler des sujets d'adresse postale mauvaises, pour régler des sujets de montant, pour régler énormément de problèmes de compréhension aussi du chèque, etc. Parce qu'on n'est pas forcément sur des populations très favorisées. Donc voilà, donc il y a un coût réel. Et généralement, en fait, il faut avoir en tête que l'ASP, c'est un outil aux mains de la puissance publique, aux mains des ministères, aux mains des donneurs d'ordre. Et c'est un outil qui est extrêmement audité par beaucoup d'organismes de contrôle. Évidemment, la Cour des comptes, l'IGF, l'IGAS, enfin l'IGA, enfin bon bref, tous les corps de contrôle, la Cour des comptes européenne, la Commission européenne, etc. Et en fait, globalement, ce qui ressort de ces analyses, c'est que comment dire, c'est un outil qui est plutôt efficace en termes de coût. Voilà, donc c'est pas... Par rapport à ces questions de coûts, de traitement, d'accompagnement des dossiers, le rapport d'information parlementaire qui a été intitulé « Réparer la chaîne de paiement des aides agricoles, un devoir pour nos finances publiques et notre agriculture », qui est un rapport assez récent, parce qu'en fait, il relate les coûts qui ont été repérés en 2016, les coûts de gestion supportés par les organismes payeurs, donc État, ASP, France Agrimaire et ODA-DOM, aurait totalisé en fait 343 millions d'euros, soit 3,5% des transferts aux exploitants agricoles. On sait qu'on est sur des montants très importants. 3,5%, je dirais, des coûts, ça peut paraître assez ajusté, mais on est quand même sur des montants qui sont assez colossaux. Est-ce que vous confirmez à peu près ces chiffres? Est-ce qu'en 2025, on est sur le même ordre d'idée? La situation s'est-elle ou peut-elle s'améliorer? Et est-ce que vous avez un schéma d'optimisation qui permettrait de réduire la facture? Alors, en 2016, le rapport a été fait aussi à un moment où on a eu un accident industriel collectif sur le paiement des aides de la PAC. On a payé les aides de la PAC avec 1 à 2 années de retard, ce qui a été quand même un traumatisme pour un certain nombre d'agriculteurs. On a eu des dégâts assez importants, et donc là on a une réforme en 2023 où l'objectif était justement de payer notamment toutes les aides massiques dans les délais. Les coûts de gestion sur la PAC à l'heure actuelle, du côté de l'établissement, on les estime à peu près 2,7%. Pardon, 1,7%.
attendez, je reprends mes chiffrages parce que je me plante chaque fois. À 1,3 en moyenne. En fait, sur la dispositif, je vais retrouver le chiffre. Sur la PAC, nous avons notamment un système qui s'appelle le système intégré de gestion et de contrôle, et donc nous avons des exigences européennes en matière de mode de construction des outils, de traçabilité dans l'outil, de sécurité des outils qui sont rigoureuses, je dirais de temps en temps rigoristes, avec un coût effectivement d'opération qui est un coût qui nous est pas imposé puisqu'on essaie de le réduire, mais avec un niveau d'exigence que nous ne ferions peut-être pas et certainement pas pour des dispositifs nationaux. Simplement parce qu'on a un principe en droit national qui est le principe du risque, qui est que si on doit mettre en place un développement à 10 000 euros pour un risque financier à 10 000 euros, on est à peu près sûr de perdre de l'argent public. Il faut travailler sur le risque. On a une logique du zéro défaut du budget européen. Alors, la France étant contributeur net au budget européen, on a quand même intérêt aussi ce niveau d'exigence qui s'applique à nos partenaires à ce qu'il soit là. Mais effectivement, on a structurellement des frais de gestion qui sont beaucoup plus importants sur la PAC que sur les autres dispositifs. Ça fait partie des raisons, je l'ai fait dans les fonctions précédentes, où on appelle à une simplification sur les modalités de gestion de la PAC avec une réduction de la charge. Ce sont des projets informatiques et des coûts de gestion qui sont très, 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 très importants, ça je ne le nie pas. Mais c'est, je dirais, l'alternative qui est de ne pas faire ces éléments-là et de ne pas avoir un niveau d'exigence qui répond au niveau européen, nous vaudrait des factures financières qui sont pour le coup là de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc on a aussi une analyse coût-bénéfice pour le budget de l'État qui est que ça coûte quand même moins cher d'avoir un dispositif qui soit sûr. Donc effectivement, on a des coûts de gestion pour l'ASP qui sont de 1,7 à 1,8 comparé à 1,3. Et en fait, le coût de 2,7, c'est le coût complet, sachant que le coût européen est plutôt aux alentours de 3, 3,5 sur les coûts de gestion côté politique agricole commune, sur le champ qui relève de l'ASP. Justement, alors est-ce que, parce que tout à l'heure vous nous avez parlé dans le cadre du chèque énergie du centre d'appel, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de nous dire, parce que je suppose que les agents qui répondent au téléphone ne sont pas les mêmes que ceux qui appuient sur le bouton pour verser l'aide après instruction du dossier. Alors vous me dites si c'est le cas, enfin si je me trompe, comment, parce que j'ai été regarder l'organigramme, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, parce que d'un côté on a par exemple direction des soutiens directs agricoles. Ensuite, on a la direction du développement rural et de la pêche. Donc, je crois comprendre que tout ça, c'est suivant des politiques. Mais de l'autre côté, on a la mission de coordination des organismes payeurs des fonds agricoles. On a en dessous le service de la certification européenne et des actions internationales. Donc, je comprends que c'est ceux qui disent que les systèmes sont conformes à ce que l'Union européenne exige. Mais donc, on voit bien qu'un même versement, en fait, est éclaté entre plusieurs services. Alors, si on se trompe, c'est que votre organigramme, en tout cas, n'est pas lisible directement pour quelqu'un qui regarde ça. Et donc, ça, c'était ma première question. C'est l'organisation et enfin, les compétences des agents, comment ils sont répartis. Et est-ce que vous pourriez aussi nous dire comment l'agence anticipe la révolution de l'intelligence artificielle ? Puisque nous-mêmes, dans nos collectivités, on a aussi ce rôle de payeur et de gestionnaire, et on voit bien qu'il y a tout un tas de tâches dans les régies comptables qui n'ont plus vocation à être remplies par des humains dès qu'il s'agit de payer une facture en vérifiant que le RIB est bien le bon de la base de tiers. Ce que vous faites un peu quand même dès que vous êtes payeur. Alors, justement, notre thématique, c'est élément. Alors, en fait, on a 3 directions métiers. Donc, la direction du soutien direct agricole qui gère le dispositif système intégré de gestion et de contrôle, qui est un objet très particulier en droit européen. La direction du développement rural et de la pêche qui gère le développement rural, qui est une autre politique de la partie agricole, qui est le développement rural ou le FEADER. Et on a un certain nombre de dispositions à l'agriculture qui sont connectées sur ce point-là. Et le troisième, c'est la DIREPS qui gère tous les dispositifs emploi, environnement,
politique sociale. Et puis après, on a des missions qui sont des structures qui sont très petites. Donc on a effectivement la mission de coordination des fonds agricoles qui revient. L'ASP est un organisme payeur, donc c'est un objet au sens de la réglementation européenne avec tout un corpus d'exigences. Nous sommes aussi l'organisme de coordination qui est que le règlement européen impose, quand on a plus d'un organisme payeur par État membre, et on en a 4 en France, d'avoir une structure qui coordonne, qui fait un certain nombre de missions communes pour l'ensemble des organismes payeurs et qui est notamment responsable de la transmission de tous les comptes financiers agrégés des organismes payeurs. Donc pour vous le dire, je signe 2 déclarations d'assurance chaque année en tant que directeur à l'Union européenne, une en tant que directeur d'organisme payeur et une en tant qu'organisme de certification. Et le SCEI, en fait, est une toute petite structure qui nous permet d'avoir un interlocuteur et un point d'entrée vers le 3e objet européen sur la PAC, qui est l'organe de certification, qui est la commission de certification des comptes des organismes payeurs, et sur lequel nous avons mis une structure en miroir pour simplifier les ensembles. Et après, on a une 4e direction, qui est une direction métier, qui est la DNSI, qui est celle qui gère les systèmes d'information, qui élabore une partie de tous les systèmes d'information que nous avons, qui travaille avec ces 3 directions métiers, donc des SDA, des DRP et d'IREPS. Donc on est une structure qui n'est pas forcément effectivement extrêmement lisible par rapport à ce point-là. Quand on met un prisme européen sur ces structures-là, on comprend un peu plus comment elles sont organisées. Intelligence artificielle, alors on en utilise, on en a un qui est dans le jargon, le 3STR, donc le système de suivi des surfaces en temps réel, qui est en fait un dispositif qui nous permet d'internaliser du contrôle de la PAC, qui est quelque chose qui est requis par le droit européen pour automatiser effectivement et réduire les contrôles sur place. On travaille sur l'intelligence artificielle. On a un laboratoire qui aussi fait des tests, fait des cas d'usage. Pour être honnête, on y travaille effectivement sur les points que vous apportez, qui sont plutôt de l'aide à l'instruction ou voire de l'aide aux gestionnaires d'instruction. On n'est pas du tout dans une logique de sortir de l'aide de l'intelligence artificielle vis-à-vis du bénéficiaire final, sachant qu'on a un certain nombre de contrôles embarqués, alors intelligence artificielle ou pas, et c'est bien aussi dans tous les systèmes d'information, on essaie d'intégrer au maximum les contrôles. Je dirais, il y a 20 ans, les gestionnaires des ancêtres de l'ASP avaient un dossier papier qui rentrait dans une application informatique avec tous les risques d'erreur. Et là, on essaie d'avoir une disposition sur laquelle nos gestionnaires ne font plus ce genre de tâches de vérification de points, mais la tâche à valeur ajoutée. De temps en temps, un œil humain est utile. Je reprends mon exemple de mes cartes grises sur la nappe. L'intelligence artificielle n'aura jamais l'idée toute seule de dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai le même motif à fleurs sur la nappe, sur cette carte grise, donc j'ai un problème. » Donc c'est vrai qu'on a une base à trouver sur laquelle, pour nous, nos gestionnaires doivent continuer à gérer des dispositifs pour le voir, avec le double angle, lutte antifraude d'une part, et assistance usagée d'autre part, parce que connaissant le dispositif, en gérant sur des tâches à leur valeur ajoutée, les cas complexes, les moutons à 5 pattes, comme on appelle en agriculture, les dispositifs qui ne rentrent pas forcément dans les cases, ça permet aussi d'apporter une aide humaine pour aider les usagers. Vos logiciels, est-ce qu'il y en a qui vous sont donnés directement par la Commission ? Alors, on a un seul logiciel qui est donné par la Commission, qui est le logiciel qui nous permet de transférer les données financières et tous les plans stratégiques que nous faisons. Tout le reste, nous le faisons en direct. Chaque État membre est responsable de ces dispositions-là. Bon, vu le logiciel que nous avons avec la Commission, je crois que je préfère quand même avoir mon propre logiciel. On a une problématique usagée. Je suis content qu'on n'ait pas... je dirais, ce lien-là des logiciels de la Commission direct avec les agriculteurs, parce que je pense qu'on aurait des problèmes. Oui, du coup, moi, j'ai quelques questions, parce qu'on a fait un certain nombre d'éditions, et vous êtes un certain nombre, effectivement, à être organisme payeur. La question, c'est sur les outils. En fait, chacun développe ses propres outils, et est-ce que finalement, vous avez aussi vous une multitude de cibles, mais si on regarde l'ADEME, le CEREMA, c'est pareil en fait, ils sont aussi face et vraiment la question de se dire est-ce que alors le travail a été fait, mais d'une manière globale, est-ce qu'il n'y a pas quand même une rationalisation à faire
sur ce type d'outils, ce qui permettrait aussi d'avoir la data telle que brute, telle que voilà, est plus exploitable et pour pouvoir du coup faire de l'optimisation de données. Et puis vous avez beaucoup insisté sur la question des moyens de lutte contre la fraude. Moi j'aimerais savoir si vous avez à peu près évalué la part que ça prend voilà, dans une tâche globale et si vous avez calculé les gains. En tout cas un impact sur voilà, et voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en avant parce que c'est très et à la fois chronophage et ça prend du temps, mais à la fois c'est d'avoir des services d'organismes payeurs dédiés et qui mettent un point d'honneur à la lutte contre la fraude, c'est aussi un vrai avantage. Alors, donc, on a 4 organismes payeurs. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2002, il y en avait 13 ou 14. Je pense qu'on a vu le logo avec l'ensemble. On a eu un gros travail de rationalisation. Il en reste 4. Il reste l'ODARC, qui est en charge du développement rural en Corse, et ça, c'est la loi qui lui confie la disposition. Donc, c'est pas à l'ASP d'en discuter. L'ODEADOM, qui gère un texte spécifique, le POSEI, et donc des cadres. Le France Agrimaire, qui gère en bon français l'organisation commune de marché, c'est un autre texte, et nous qui gérons un double texte qui est les paiements directs et le développement rural. Donc on paye tous les 4 des aides de la PAC. Les seuls sur lesquels globalement on peut avoir des doublons en matière de conception d'outils, c'est avec l'ODARC, mais la séparation qui a été faite est une séparation relative aux spécificités corse. Sur le reste, bon, on échange de toute façon entre les établissements, on n'a pas de doublons en matière de dispositifs. Le système intégré de gestion de contrôle dont j'ai parlé, donc la partie des paiements directs, toutes les aides surfaciques de la PAC, est quelque chose qui doit être unique, étanche, particulièrement sécurisé. Donc, on a ce point-là. Sur la lutte antifraude, alors, je dirais que c'est quelque chose sur lequel on apprend en marchant. On l'a vu, on a la fraude un peu à la papa, qui est, je maquille, je mets un petit peu de blanco sur la facture pour changer la date de commande de travaux et avoir une demandette qui soit antérieure à la date de travaux que je présente. Bon, ça on l'a connu toute l'éternité. On a quelques cas par an qu'on prend. On a des cas de scission fictive. Donc ça, c'est quelqu'un qui présente 2 exploitations pour toucher 2 fois le plafond d'aide au lieu d'en mettre une. On en a quelques-uns par an. C'est quelque chose qu'on connaît. Avec le Covid, et notamment avec l'activité partielle, on a vu des professionnels qui sont arrivés. Donc depuis, on a mis en place des procédures et on est en train de mettre en place aussi des procédures sur lesquelles on s'améliore sur le suivi de la lutte antifraude. Parce que notre enjeu premier, c'est de savoir si on travaille sur le chèque énergie ou sur le bonus ou sur la PAC ou sur autre chose. Donc on est en train d'affiner notre suivi. On estime globalement qu'on a de l'ordre d'une centaine de TP, si je ne me trompe pas, j'ai oublié de le dire, 2100 ETP qui travaillent sur de la lutte antifraude. Donc là, je parle en ETPT, en temps annuel. Non, en fait, chaque agent, on suit le travail de chaque agent et on regarde ce qu'il fait dans ses fonctions, ce dispositif. Et donc, c'est 100 équivalents agents. Alors, c'est un chiffre qui est encore qui s'affine parce qu'en fait, il y a une partie de la lutte antifraude qu'on ne trace pas suffisamment. Sur le montant d'euros qu'on évite, bon, vu les affaires, c'est entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'euros par an. Pareil, on fait et on ne fait pas suffisamment savoir. Donc on est en train de refondre notre système informatique interne de lutte contre la fraude pour qu'on soit en capacité d'un peu mieux montrer ces éléments-là et, comme vous le dites, effectivement, de montrer aussi, dans la logique de montrer aussi à nos donneurs d'ordre que d'investir un peu dans la lutte antifraude, c'est une opération qui est extrêmement bénéfique pour les finances publiques. Je continue dans la foulée, donc ça représente 100 équivalents taux plein. Donc depuis 2020, renforcement de Covid. Vous avez entre une dizaine et une centaine de millions. Le marché est plein. C'est progressif. Est-ce qu'il y a... Alors, je pense qu'on a eu... ça dépend des dispositifs. Et en fait, je dirais qu'à partir du moment où on a vu un schéma
de lutte, on se rend compte parce qu'on fait ça, puis après on bloque. Donc en fait, on est dans une logique de course. Je dirais, on n'a pas l'impression que ça réduit. Pour l'instant, on est vraiment dans une autre logique, c'est vraiment une logique de course, et sur lequel on voit qu'il s'améliore, et donc il faut qu'on soit de plus en plus pointu. Voilà, comme je dis, entre le coup de Blanco qui se voit comme le nid au milieu de la figure, maintenant on a des dossiers où quand on prend le dossier, ce qui est difficile, c'est qu'on prend le dossier individuel, et il est nickel. C'est parce qu'on en fait 10, 20, 30, 40 que là, il y a quelque chose où on se dit c'est un peu bizarre quand même. Où il y a un opérateur, c'est bizarre, ils vendent toujours exactement le même type de scooter et 5 scooters à chaque fois qui est le montant maximal autorisé. C'est bizarre quand même. Donc à chaque fois, voilà, on prend ces éléments-là et on a plein de petits exemples de cette manière-là. Et ce qu'on fait aussi, ce qui est souvent, c'est qu'on voit qu'on a des opérateurs qui trichent et on voit des sirettes qui apparaissent, qui ont appartenu dans l'activité partielle et qu'on retrouve sur d'autres dispositifs. Donc c'est vrai qu'aussi d'avoir cette capacité de suivi, donc ça pour le coup on le fait sur les sirettes de suivi, on voit qu'ils tentent un dispositif, ça marche pas, ils en tentent un autre, ils en tentent un autre. Voilà, on voit, c'est là où je dis qu'on a quelque chose qui se professionnalise, sur lequel après on le fait pas tout seul, on le fait, il y a la MICAF, on a évidemment avec l'ensemble des autres opérateurs un travail collectif de lutte contre la fraude, mais voilà, l'objectif étant d'être meilleur que les autres. Mais justement, enfin, cette histoire du SIRET, ce que vous nous dites voudrait que finalement tout soit intégré dans un lieu unique, tous les versements des aides, parce que celui qui fraude avec son SIRET chez vous, il peut frauder avec son SIRET quand il récupère des aides de la DGE ou d'autres types d'aides. Donc, sauf à ce que vous transmettiez votre fichier des fraudeurs, mais j'ai du mal à croire que ce soit possible par le RGPD, à tous les autres organismes qui payent les URSSAF et autres, Bah, en fait, une partie des aides de la DGE, c'est nous qui les payons. Donc, l'URSSAF, c'est pas vous qui payez. L'URSSAF, c'est effectivement, c'est pas nous qui payons. Il y a un vrai sujet de points. Je pense qu'on a un sujet de capacité à interconnecter les systèmes et d'avoir une information entre agents habilités à le faire. Ça pose un vrai sujet de RGPD. Je suis Enfin, nous on le fait parce qu'on est dans un établissement, c'est vrai que c'est plus simple, mais je pense que ce sujet-là, sauf à faire tous les paiements de l'État et de l'ensemble des publics dans une seule structure, on aura ce problème-là. Le point, c'est effectivement comment est-ce qu'on communique les uns avec les autres, qu'est-ce qu'on peut communiquer dans le respect des données individuelles. C'est vrai que la communication, je dirais, d'interrogation de base que l'on peut faire les uns avec les autres assure une certaine forme d'anonymat quand même sur ce point-là. Je le dis parce que dans le cas de la PPL sur la lutte contre les fraudes, il y a un certain nombre de dispositifs qui intéressent l'ASP. Est-ce que peut-être, juste pour ajouter un point sur ce sujet, enfin sur la lutte contre la fraude, comme sur le contrôle interne, globalement l'ASP c'est une plateforme de paiement et c'est une plateforme de paiement qui est déjà beaucoup à l'échelle. Ça veut dire qu'il y a une offre de service derrière. Évidemment, on pourrait en prendre plus. Enfin, alors côté ASP, on n'est pas là à regarder dans l'assiette du voisin. Enfin, on va se dire les choses un peu clairement. C'est pas notre job. On fait ce qu'on nous demande de faire. Et après, voilà. Enfin, c'est pas à l'ASP de dire, voilà, on n'a pas d'offre. Enfin, voilà, on a une offre de service que les donneurs d'ordre nous demandent. Globalement, ils sont satisfaits et plutôt très satisfaits. Hein. Enfin, la DGE est très satisfaite de nous. Enfin, notamment, on faut en parler. Mais et globalement, ça se traduit aussi parce que de la manière suivante, c'est que les donneurs d'ordre qui viennent chez nous généralement restent. Ça veut dire qu'en fait, ils sont tellement satisfaits des services qu'on leur rend en termes de coûts et en termes de lutte anti-fraude, en termes de rendu aussi data, de concentration de données et de qualité de service, que finalement ils restent chez nous. Donc ça c'est un point qu'il faut avoir en tête en fait. Et ça vaut pour la lutte anti-fraude, ça vaut pour l'intelligence artificielle. Un autre point que je remets en Vianney, c'est que comme on intervient dans à peu près tous les champs de politique, on est auditionné énormément. Je pense qu'on a regardé, on a au moins une trentaine d'audits par an sur la sphère emploi, environnement, politique, sociale. On a
une bonne dizaine d'audits par an sur la partie agricole, du niveau européen à la quasi-totalité des corps d'inspection de la République. Donc on est très régulièrement audité, ce qui fait que ça nous donne aussi une certaine, je dirais, on a une forte pression de contrôle qui nous incite aussi dès qu'on voit, c'est plutôt rare, hein, notamment on l'a vu sur la partie emploi-formation, donc une 125 audits sur les dernières années, 75% des audits sans recommandation pour l'ASP. Donc ça prouve, moi je dirais, en regard externe, qu'on répond aux exigences de nos donneurs d'ordre. Bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va pouvoir vérifier quasiment tout de suite avec les syndicats agricoles, savoir si l'ASP et France Agrimaire est un partenaire à la fois sur le fond, mais aussi sur la question du traitement des aides et pour reprendre ce qui a été évoqué par l'ami Christian Billac, on va pouvoir vérifier tout de suite maintenant, quoi. Voilà, merci messieurs, merci beaucoup. Président directeur général, monsieur le secrétaire général, merci pour cet apport à cette commission d'enquête. Très bon retour à vous deux.